Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va présenter plutôt l'étape numéro 3 du Tour de France. Et oui, on va faire la présentation de cette troisième étape. Je rappelle que je fais cette présentation avant l'arrivée de l'étape numéro 2. Donc, il se peut que parfois je parle d'un coureur qui a peut-être abandonné. Ça arrive, mais pour des raisons d'organisation, je ne peux pas faire autrement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos 3 favoris pour cette étape, plus votre grosse cote. Et puis, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment du cyclisme, mais également de la Formule 1, peut-être de la F2 et de la F3 également ce week-end, si on arrive à un peu récupérer le rythme. Et puis voilà, je crois qu'on peut commencer tout de suite avec cette étape numéro 3. Dénivelé positif de cette étape, 1276 mètres, autant vous dire qu'un petit peu comme hier, c'est assez plat sur le parcours. On aura peut-être le premier match entre sprinters et sur cette étape, peut-être le premier sprint massif, mais c'est pas sûr encore une fois parce que au Danemark, on n'est jamais plus à plus de 50 km de la mer. Autant vous dire que le vent est certainement toujours très présent, même quand on est un petit peu dans les terres. Et puis il n'y a pas énormément de forêt également au Danemark, donc ça permet d'avoir également des grandes étendues toutes plates, un petit peu comme la Beauce en France, où le vent s'engouffre très facilement. Donc sprint ou pas sprint, c'est la grande question de cette étape numéro 3. Bordure or not bordure, comme dirait Shakespeare, qui était un spécialiste de la bordure. On commence tout de suite avec le profil de cette étape. Le parcours, pour la vidéo je pense sera pas très longue. Entre Vejle et Zondborg, 182 km d'une étape donc qui sera encore une fois très plate. On a mis 3 classements de la montagne, mais c'était juste pour distribuer des points gratos. Et puis il y aura également un sprint intermédiaire pour cette étape du côté des Christiansfeld. Départ de l'étape, hein, donc vous voyez en bas d'une petite bosse, mais ensuite on aura la côte de Koldingveig. Les noms sont plus compliqués qu'hier à prononcer. 1 km 1 à 4,5% de moyenne, côte de 4e catégorie. C'est ce qu'on appelle un faux plat en langue française. En langue danoise, c'est une côte. Bon, c'est pas très dur. Voilà, vous avez 200 mètres à 6,8%. Tout coureur professionnel, j'ai envie de dire que même moi, je suis capable de passer cette bosse sur le grand plateau. Hein, donc avec un VTT. Donc je pense que les coureurs sont capables de le faire assez tranquillement. Ensuite, encore de plat, un petit peu de route, et on arrive au kilomètre 82,5 à la côte de Ernst-Mindestrand, 800 mètres à 4,8%, côte de 4e catégorie. Moi, j'appelle ça du foutage de gueule. Non, c'est pas encore celle-là, celle du foutage de gueule, c'est celle d'après. Bon, bah là, c'est un petit radar. C'est un petit regard, c'est très court. Mais il y a quand même un petit peu de pente, on va dire, sur ces 800 mètres. Bon, celle d'après, c'est vraiment du foutage de gueule. La côte de Gennerstrand, 1,7 km à 2,7%. Parce que si c'est pour donner des points gratos au niveau du classement de la montagne, augmentez le nombre de points que vous donnez aux 4e catégorie. Si c'est pour donner des points gratos comme ça, je vois pas l'intérêt de faire un faux classement de la montagne, parce que ça, c'est un classement de la montagne. Donc le pourcentage maximum est de 3%. Donc c'est plat. C'est à peine un faux plat montant. Donc là, chapeau le Tour de France, mais là c'est ridicule. Et puis on aura donc le sprint intermédiaire à Christiansfeld au kilomètre 90 et l'arrivée à Zondborg. Après, c'est pas très complexe, on va dire, sur la fin d'étape. On est surtout sur des routes très larges au niveau du profil. On va prendre la route 481. Au moins sur les 30 derniers kilomètres que je regardais comme d'habitude sur Google Street View. On aura une très belle largeur, c'est un peu une taille de route nationale en France. Et puis sur la fin, au niveau du sprint, la dernière ligne droite, on est sur quasiment une 4 voies. Donc autant vous dire qu'on va avoir une énorme largeur pour le sprint. Dernier virage
à l'entrée du dernier kilomètre, un virage à 105 degrés sur la gauche, puis ensuite l'entrée dans Sonderborg se fait par une sortie d'autoroute à 10 km de l'arrivée. On va faire un petit passage dans Sonderborg, mais sur des routes encore une fois assez larges, donc pas de grands soucis sur cette étape au niveau du sprint. On aura un beau sprint, peut-être du côté de Sonderborg. On passe à l'histoire, et aujourd'hui on ne va pas vraiment parler du cyclisme danois, vous allez voir. On va parler d'un coureur pourtant né au Danemark. C'est sa mère qui est même danoise, ce coureur-là, et pourtant il va rouler pour la Suisse. C'est Tony Rominger. Et oui, il est né au Danemark. Il est né dans la commune de Vejle, donc la commune de départ de ce Tour de France. Il a couru donc pour la Suisse pendant toute sa carrière. Il semblerait qu'il soit parti du Danemark, c'était pour la qualité de l'air. Ce qui semble assez drôle quand même, parce que bon, le Danemark a l'air d'avoir une qualité de l'air plutôt bonne, mais il semblerait que ce soit pour ça. C'est un coureur qui est arrivé chez les professionnels très tardivement, à 25 ans. Alors, tardivement par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est vrai que, bon, on a le cas Geoffrey Bouchard, c'est 27 ans, je crois, Geoffrey Bouchard, me souvenir. Mais c'est vrai que par rapport à des Pogacar et autres, 25 ans, ça fait tard. Dans les années 80, on avait des coureurs qui pouvaient arriver en première année chez les professionnels à 25-26 ans. Ça se verra encore un petit peu dans les années 90. Et puis bon, depuis une vingtaine d'années, on a quand même rajeuni énormément l'arrivée des coureurs chez les professionnels. Je pense la première génération, c'est Gilbert Valverde. Gilbert, il est arrivé chez les professionnels, il avait 19 ans. Alors qu'à l'époque, c'est vrai qu'on arrivait à 23 ans, on va dire 23-24 ans pour la première année chez les professionnels. En 87, il obtient quelques résultats, mais plutôt sur des semi-classiques, ce qui était surprenant, et qu'on sait qu'ensuite, il deviendra plutôt un coureur de grand tour, même s'il aura toujours des bons résultats sur la Coupe du Monde UCI. En 88, il rejoint l'équipe Château d'Ax, une équipe importante quand même à l'époque, enfin une équipe qui avait un petit niveau quand même en première division. Et il gagne une étape sur le Giro. Alors à ce moment-là, on considère que c'est un bon coureur qui peut être intéressant sur les courses d'une semaine, mais pas un coureur pour grand tour, pas un grimpeur suffisamment bon pour les grands tours. On le considère limité en haute montagne. Il va s'imposer 2 fois sur Tirreno en 89 et 90, donc ça confirme un petit peu ce qu'on disait. Et puis il va gagner le Tour de Lombardie en 89, qui va être quand même un déclic, ce Tour de Lombardie. Il comprend qu'il peut suivre les meilleurs en montagne, ce qui n'était pas le cas auparavant, donc il va travailler un peu plus la montagne. En 91, il rejoint l'équipe Toshiba. Alors l'équipe Toshiba, ça va être une année compliquée pour lui en 91. Il va certes gagner sur Paris-Nice et le Tour de Romandie, mais il n'arrive pas à concrétiser sur les grands tours à ce moment-là. Sur le tour, il ne participera pas à un grand tour de la saison, un peu barré notamment par Laurent Jalabert, par Jean-François Bernard. Et puis surtout en 91, c'est la dernière année de cette formation Toshiba, qui était en fait la formation La Vie Claire au départ, qui avait permis à Bernard Hinault et à Greg LeMond notamment de remporter le dernier Tour de France de Bernard Hinault et le premier Tour de France de Greg LeMond. Mais sur la fin des années 80, c'est une équipe qui descendra dans la hiérarchie au fur et à mesure et qui misera beaucoup sur Jean-François Bernard. Le problème, c'est que Jean-François Bernard n'aura pas forcément les résultats escomptés quand il sera le seul leader de cette formation. Il quitte donc l'équipe française qui fait faillite pour rejoindre l'équipe espagnole Classe. Et là, il va vraiment franchir un véritable palier en devenant un coureur polyvalent, spécialiste des courses par étapes et des courses de 3 semaines. Et pendant 4 ans, il va enchaîner les victoires. La Vuelta de 92 à 94, je rappelle qu'à ce moment-là, la Vuelta, c'était en même temps, quasiment en même temps que le Giro. Elle n'avait pas lieu en fin de saison, comme aujourd'hui. Il faudra attendre 95 pour avoir le changement. Tour du Pays Basque, 92 à 94. Paris-Nice, 94. Tour de Romandie, 95. Giro, 95. En sachant qu'en cours, en 93, l'équipe Classe, fin 93, l'équipe Classe et l'équipe Maped se réunissent pour devenir la Mapei, comme on la connaît, qui deviendra ensuite la grande Mapei, et derrière, qui deviendra un petit peu la Quick Step.
Par contre, en France, le coureur suisse aura beaucoup moins de réussite. Hein. Sur le Tour de France, il tombe toujours face à Miguel Indurain, qui est souvent une équipe meilleure en montagne, il faut le dire. Et puis Miguel Indurain préparait peut-être un peu mieux son affaire que Tony Rominger, qui voulait remporter beaucoup plus d'épreuves, alors que l'Espagnol avait tendance à se concentrer à ce moment-là seulement sur le Tour de France. Son meilleur résultat sera en 93 avec une deuxième place et le classement de la montagne. Il bat aussi 2 fois le record de l'heure en 94, mais bon, il est aidé par le docteur Ferrari très connu pour son travail, avec Lance Armstrong notamment. Sa meilleure performance, c'est lors du Giro 95, qu'il domine complètement avec l'équipe Mapei. 21 jours en rose, vainqueur du classement Inter Giro et du classement par points. Mais en fait, c'est le début, c'est le chant du cygne, un petit peu. C'est le début de la fin. Il a déjà 34 ans, hein, je vous rappelle, il est arrivé à 25 ans en 87. Donc voilà, en 95, il commence déjà à être un petit peu âgé. Et sur le Tour, il va terminer seulement 8e. C'est encore plus difficile en 96, avec seulement une 10e place sur le Tour de France. Mais il se refait la cerise sur le Tour d'Espagne, désormais en fin de saison, avec une 3e place à l'époque. En 97, pour sa dernière saison chez les professionnels, il va rejoindre l'équipe Cofidis, lancée par Cyril Guimard, hashtag le grand druide. Mais rien ne va se passer correctement du côté de la formation française. Et puis il termine sa carrière sur une chute pendant le Tour de France. Alors lors de son après-carrière, ça va pas être facile. Beaucoup de coéquipiers l'accusent notamment de dopage. On parle de Philippe Gaumont. Philippe Gaumont qui dit que sur le Tour 97 par exemple, Tony Rominger lui aurait dit de prendre plus de produits dopants, plus de cortisone notamment, et qu'il aurait fait, il en aurait tellement pris qu'il a fait de la rétention d'eau et qu'il a eu un Tour de France 97 très compliqué au départ, et que Tony Rominger, grosso modo, n'écoutait pas trop les médecins et faisait ses propres programmes de dopage. Il a été également directeur du Tour de Suisse. Il a été également agent de coureur. Je ne sais pas s'il est même encore agent de coureur. Et puis, il est surtout accusé. Il y a eu une affaire autour du blanchiment d'argent dans des sociétés offshore. Société blanchiment d'argent du docteur Ferrari, grâce aux gains qu'avait récupéré le docteur Ferrari avec la vente de produits dopants. Donc, personnage, voilà, qui sur la fin est un petit peu sombre. Personnalité autre que Tony Rominger, du côté du cyclisme, on a également Kasper Asgreen, qui vient de cette région-là du Danemark. Kasper Asgreen, bien entendu, qui a remporté le Tour des Flandres. Très bon coureur danois. Parmi les autres personnalités, on a Alan Simonsen, vainqueur du Ballon d'Or en 77. Et puis à Sonderborg, on a Niels Christensen. Et qui est Niels Christensen, je vais réussir à faire une phrase en français. C'est le PDG de Lego. Lego, les fameux cubes à monter. Je vais vous parler un petit peu de moi. Je préfère les Playmobil au Lego. J'ai jamais été fan des Lego. En fait, je suis pas fan de construire des choses. Et puis comme j'étais pas doué avec mes mains, parce que je suis quand même le mec le plus maladroit au monde, les Lego, il faut construire, déconstruire, alors que les Playmobil, c'est construit une fois et puis après ça tient dans le temps. Donc c'est pas moi qui construisais mes Playmobil, c'était mon père qui a passé des magnifiques matinées de lendemain de Noël à construire des Playmobil. Notamment j'avais la maison de police Playmobil. C'était ma grand-mère qui avait donné de l'argent pour la maison de police Playmobil, qui a servi également d'hôpital, parce que c'était l'avantage des Playmobil, c'est que quand même la maison tu pouvais démonter, monter sans trop de difficultés. Mais au départ, c'était la maison de police avec l'héliport sur le côté qui tenait pas top, l'héliport. Bon, on passe à la météo. Du côté de la météo, c'est nuageux avec de gros nuages, 23 degrés, ressenti 27 degrés et surtout vent de sud-ouest, un peu comme hier. Face, 3/4 face, 15 à 35 km/h en rafale. Donc là, il faut déjà se méfier. Mais surtout, après Felsted, donc c'est-à-dire dans les 30 derniers kilomètres, là, on va commencer à emprunter une petite courbe à un moment, et le vent sera 3/4 d'eau, donc faire attention aux bordures. Certes, techniquement, ce n'est pas prévu qu'on ait des bordures, mais le vent est quand même plutôt favorable pour une tentative de coup de bordure.
même si à certains endroits, on sera abrité avec, je dirais pas des forêts, mais quelques haies qui pourraient protéger du vent. La dernière ligne droite, elle se fera vent de face, donc il ne faudra pas partir trop tôt. Du côté de la stratégie, une échappée matinale, pas très importante, parce qu'il n'y a pas grand-chose à prendre en termes de points au niveau du classement de la montagne. Et puis ensuite, sprint massif entre les favoris du sprint. Mais il faudra quand même faire attention aux bordures, il faudra se méfier. Du côté des favoris, j'ai mis Caleb Ewan, parce que vent de face, c'est un sprinter qui est quand même très très fort dans ce domaine-là. Mats Pedersen, pas mal également vent de face parce que c'est un coureur qui est très puissant, mais surtout faire attention en cas de coup de bordure. Jacobsen, ça reste pour moi le meilleur sprinter sur la liste de départ de ce Tour de France. Et puis en grosse cote, j'ai mis Dainese, voilà, l'italien du côté de la DSM. Pourquoi pas, il a remporté une victoire d'étape sur le Giro, ça va peut-être débloquer quelque chose pour le coureur italien. Du côté des horaires de course de cette étape numéro 3, hop. Eh bien, le départ réel sera à 13h15. Je ne parle pas du départ fictif, le départ réel à 13h15. Puis, le sprint intermédiaire à Christiansfeld, donc à 91 km de l'arrivée, sera entre 15h13 et 15h24. Et à Ferlstedt, à 32 km de l'arrivée, là où je vous ai dit, où on pourrait peut-être avoir des tentatives de coups de bordure, on passera entre 16h30 et 16h49, arrivée prévue entre 17h12 et 17h35 du côté de Zandvoort. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve donc lundi, il y aura une petite vidéo lutte antidopage, mais surtout mardi matin pour la présentation de la première étape en France. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.